Bonjour, je m'appelle Agathe Mezzadriguedj et je suis professeure de français. Aujourd'hui, on part à la découverte des jeux du cœur et de la parole dans On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Je terminerai avec ces mots d'Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, vaniteuses, artificieuses, curieuses et dépravées. Mais s'il y a au monde une chose, sainte et sublime, c'est l'union de ces deux êtres si imparfaits et si affreux. C'est dans On ne badine pas avec l'amour, scène de acte 5. Cette œuvre avec cet intitulé de parcours sont en effet au programme des premières générales et technologiques pour le bac français cette année. Alors, 3 moments dans cette vidéo qui évidemment ne remplacent pas votre cours de français mais peut l'accompagner. Nous rappellerons tout d'abord qui est Musset, ce soldat de l'armée des romantiques. Puis nous rappellerons la pièce, son intrigue et ses personnages. Nous approfondirons ensuite quelques thèmes liés au jeu du cœur et de la parole et nous retiendrons quelques citations. Alors tout d'abord, qui est Alfred de Musset? C'est un Parisien né dans une famille aisée, affectueuse et cultivée en 1810 et qui meurt tôt à 46 ans. Il fait des études brillantes au lycée Henri IV, il obtient même 3 récompenses au concours général, mais il n'est pas vraiment passionné par les études supérieures. Ce qui le passionne, c'est de fréquenter les autres jeunes hommes de lettres de sa génération, comme Victor Hugo, comme Prosper Mérimée et même des peintres comme Eugène Delacroix. En somme, il fait partie de la génération des romantiques. Cette génération qui est marquée par un événement en particulier en 1830, la bataille d'Hernani, et Alfred de Musset, comme tant d'autres, est bien sûr présent à la première de cette pièce de théâtre de Victor Hugo qui a déclenché une querelle très célèbre entre les classiques ou grisonnants et les romantiques ou flamboyants. Dans sa vie familiale, Musset est bouleversé par la mort de son père en 1832. Et dans sa vie personnelle, on évoque souvent la crise sentimentale qu'il traverse dans les années 1833-1834. Donc tout cela très resserré avant l'écriture et la publication d'On ne badine pas avec l'amour, qui est écrit et publié en 1834. Alors quelle est cette crise sentimentale? Elle est liée à une femme qui a pris un nom d'homme, George Sand, que Musset rencontre en 1833, en juin, et puis en décembre, ils décident de concrétiser leur amour en partant à Venise, qui est la façon de vivre son amour pleinement, de partir en voyage ensemble. Mais le voyage se passe très mal. Musset tombe malade, George Sand s'occupe très bien de lui, mais George Sand tombe elle-même malade et alors là, Musset la laisse aux mains du beau docteur Pagello. Docteur Pagello, dont Musset comprend après que Sand l'a trahi avec lui. S'ensuit donc un retour assez catastrophique de voyage, mais aussi une très belle correspondance entre George Sand et Alfred de Musset, et surtout l'écriture de la pièce qui nous occupe aujourd'hui, On ne badine pas avec l'amour. Donc n'allons pas jusqu'à dire que c'est une pièce autobiographique, Musset n'est pas Perdiccas et George Sand n'est pas Camille, mais il y a évidemment dans cette façon d'aimer, de se chercher sans réussir complètement à s'aimer, sans doute une forte inspiration personnelle et on peut peut-être parler plutôt d'autofiction théâtrale. C'est d'ailleurs ce que fait Sylvain Léda, un chercheur qui est spécialiste d'Alfred de Musset et qui, dans un podcast de France Culture, Les chemins de la philosophie, étudie la pièce. Vous avez 50 minutes que je vous conseille d'écouter pour préparer votre bac français. Alors si on revient à votre intitulé de parcours, les jeux du cœur et de la parole sont évidemment un thème de prédilection d'Alfred de Musset, qui avait pour surnom le prince du cœur ou le poète du cœur de son vivant. Caroline Jaubert, l'une de ses maîtresses, l'avait d'ailleurs surnommé le prince phosphore de cœur volant. Donc là, on voit déjà quelques caractéristiques du cœur chez Musset. Le prince phosphore, avec la phosphorescence, la transparence qui peut évoquer la pureté, mais de cœur volant. Et là, on voit cette forme d'instabilité du cœur qui a tourmenté Musset dans sa vie et qui, vous le savez puisque vous avez lu la pièce, tourmente Camille et Perdiccas. Et cette question du cœur, elle est véritablement très complexe, très protéiforme chez Musset. Le cœur se joue des personnages et les personnages jouent sur différentes appréhensions du cœur. Le cœur, c'est à la fois le siège de l'action, Freud dira beaucoup plus tard la pulsion de vie, mais le cœur, c'est aussi le lieu de la souffrance chez Musset.
Le cœur, c'est aussi ce qui permet une forme d'élévation spirituelle. Alors pour Camille, c'est l'élévation vers Dieu. Pour Perdiccas, c'est l'élévation vers une forme de sacralité de l'amour entre hommes et femmes et non pas d'amour spirituel. Donc le cœur va revêtir différentes formes, ce qui permet différents jeux du cœur dans la pièce et qui s'incarnent, puisqu'on est au théâtre, dans différents jeux de la parole. En ce sens, on peut dire que Musset est en partie héritier de Marivaux et du marivaudage, sauf qu'ici, le badinage est bien différent et beaucoup plus tragique, on y reviendra. Sur cette question du cœur chez Musset, qui est l'intitulé de votre parcours, il faut évidemment citer ce poème célébrissime de 1832, écrit à son ami Édouard B. « Tu te frappais le front en lisant Lamartine, ah, frappe-toi le cœur. C'est là qu'est le génie, c'est là qu'est la pitié, la souffrance et l'amour, c'est là qu'est le rocher du désert de la vie. » Donc le cœur est même un foyer créateur chez Musset. C'est véritablement à la fois l'enjeu des dialogues entre les personnages, mais c'est aussi le moteur de l'action dramatique. Et donc ce poème est évidemment lié à cette pièce « On ne badine pas avec l'amour » et à votre intitulé de parcours « Les jeux du cœur et de la parole ». C'est d'ailleurs cet épanchement du cœur que Baudelaire et Rimbaud plus tard vont critiquer, vont moquer, mais il faut bien tuer les modèles, comme l'explique très bien Sylvain Léda dans le podcast de France Culture que je vous recommande. Aucune plainte. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. Voilà donc pour la présentation générale de notre poète ou prince du cœur. Venons-en à présent à la pièce à proprement parler, On ne badine pas avec l'amour. Alors, cette pièce a un titre comme un proverbe, un énoncé de vérité générale. On ne badine pas avec l'amour, c'est-à-dire qu'on ne joue pas avec l'amour. Il ne faut pas jouer avec l'amour, sinon la mort peut s'en suivre. C'est effectivement ce qui se passe dans cette pièce. La pièce ne cesse de produire des discours variés sur l'amour et les personnages sont aussi variés que les discours qu'ils portent, de personnages totalement grotesques à des personnages plus innocents, des personnages plus pervers ou manipulateurs et des personnages plus garants de l'ordre moral ou encore le personnage du cœur. De manière très générale, la pièce commence de manière assez loufoque avec Maître Blasius, Maître Bridden et Dame Pluche, qui sont les personnages grotesques, et le mot grotesque est un mot hugolien, un mot des romantiques, qui peuvent correspondre, si vous connaissez les comédies espagnoles de Victor Hugo, aux duègnes. Dame Pluche surveille Camille comme les duègnes surveillent la reine d'Espagne ou Doña Sol chez Victor Hugo. Blasius, Bridden et Dame Pluche donc sont des personnages assez loufoques, comme une sorte de petit carnaval, un défilé un peu carnavalesque au début de la pièce, mais le dénouement est lui proprement tragique avec la mort de Rosette qui tombe comme un coup près. Elle est morte, adieu Perdiccas. Voici pour le déroulé général, qui peut surprendre lorsqu'on est habitué au théâtre classique, mais qui, dans le drame romantique tel que théorisé par Victor Hugo, est moins surprenant. Ce drame qui, depuis la préface de Cromwell, doit mêler la comédie et la tragédie et le mélodrame, mais également le sublime et le grotesque. Maintenant qu'on a vu la trame générale, venons-en un petit peu aux détails des actes, qui correspondent en fait à 3 jours. 3 jours pour 3 actes, et chaque jour, Camille et Perdiccas se rencontrent, donc 5 rencontres sur 3 jours. Camille et Perdiccas sont cousins, ils reviennent tous les deux au château, ils doivent se marier. Donc Camille et Perdiccas se sont connus quand ils étaient enfants, et Perdiccas est dans une forme de nostalgie lyrique de leur moment de bonheur à deux, et est très empressé de retrouver Camille, qui lui est promise en mariage par le baron, son père. Mais Camille, entre-temps, elle vient d'avoir 18 ans, et entre ses années d'enfance et ses 18 ans, elle a été élevée au couvent. Et ce sont les principes qu'elle a reçus au monastère, au couvent, qui, selon Perdiccas, ont endurci le cœur de Camille. Alors pendant que se noue l'intrigue de cet amour qui ne semble pas possible, Camille commence par dire « excusez-moi » à Perdiccas pour qu'il ne l'approche pas. On a, en toile de fond, des répliques assez grotesques et loufoques de Blasius et Bridden, qui sont des ecclésiastiques qui cherchent à boire, manger, s'attirer les faveurs des maîtres. Dame Pluche, qui est une caricature de la perfection morale et qui pense que sa protégée est la meilleure de tous les couvents de France. Et puis, également le baron,
qui est extrêmement choquée de voir que Perdiccas finit par vouloir séduire une de ses vassales. Alors pourquoi? Parce que devant les refus de Camille, Perdiccas décide de faire semblant de séduire, ou peut-être d'aimer un peu, en fait le texte est assez mystérieux là-dessus, Rosette, une jeune paysanne. Elle garde les dindons, et donc elle n'est évidemment pas du rang de Perdiccas. C'est à l'acte 2 donc, que se noue encore plus ce jeu entre les trois personnages, Rosette, Camille et Perdiccas, mais où seuls Camille et Perdiccas jouent véritablement et où Rosette est, elle, totalement innocente. Camille, qui est donc présentée comme une femme éprise d'absolu, qui aime plus Dieu que les hommes, est tout de même piquée dans son orgueil lorsqu'elle voit Perdiccas séduire Rosette. Elle cache Rosette sur scène et déploie un argumentaire pour faire reconnaître à Perdiccas non seulement qu'il n'épousera jamais Rosette, mais qu'il est amoureux d'elle-même, de Camille. Quand Rosette comprend qu'elle a été la victime d'un stratagème sentimental profondément cruel, elle pousse un cri et meurt. Alors est-ce que Rosette se suicide? Est-ce qu'elle meurt de chagrin? Le texte ne le dit pas, est assez mystérieux sur ce point. Donc une pièce qui, comme je l'avais annoncé, propose une forme de décalage assez profond entre le grotesque de l'exposition, Maître Blasius qui sent fort le vin, et le tragique du dénouement avec la mort de Rosette, qui, de l'aveu insensé que nous sommes, nous nous aimons, disent Camille et Perdiccas, arrive à « elle est morte, adieu Perdiccas ». Voyons donc ce dénouement. En commençant par la fin, on va pouvoir se rendre très vite compte que le mot « cœur » qui est dans votre intitulé de parcours a des sens très différents dans la pièce et va vous permettre des analyses très différentes pour les jeux du cœur et de la parole. Rosette est cachée, Camille et Perdiccas s'avouent leur amour. Ils se disent « insensés que nous sommes, nous nous aimons », ce qui est typique du théâtre romantique. Ruy Blas est insensé lorsqu'il avoue son amour pour la reine d'Espagne à Don César. Hernani se dit insensé lorsqu'il aime Donia Sol. Donc le héros romantique, il perd le sens lorsqu'il aime, c'est-à-dire qu'il a une passion qui va de pair avec une forme de folie, et c'est d'ailleurs ainsi que Emmanuel Kant théorise le tempérament sublime, c'est-à-dire que le héros qui peut aller vers le sublime, c'est un héros qui a aussi une forme de folie, qui peut perdre le sens. Ils se disent donc qu'ils sont insensés et qu'ils s'aiment. Et à partir de là, deux sens du mot « cœur » vont être déployés dans le dénouement. Camille dit à Perdiccas « Oui, nous nous aimons, Perdiccas. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Perdiccas, chère créature, tu es à moi. » Il l'embrasse. On voit ici que le mot « cœur » est un mot extrêmement physique. Laisse-moi le sentir sur ton cœur, c'est presque ce qu'on appelle une didascalie interne. C'est-à-dire que dans la réplique, il y a un indice de mise en scène, c'est-à-dire que Perdiccas, à ce moment-là, peut rapprocher Camille de lui, et le cœur, c'est sa poitrine, en fait, tout simplement. Donc le cœur est désigné physiquement comme une partie du corps. Et n'oubliez surtout pas, dans toutes vos analyses, que vous choisissiez le commentaire ou la dissertation à l'écrit, et dans vos commentaires à l'oral, au théâtre, de toujours vous demander quelle mise en scène est possible. Laisse-moi le sentir sur ton cœur, c'est une didascalie interne qui désigne le cœur comme la poitrine physique de Perdiccas. Au contraire, quelques lignes plus bas, on peut lire un autre sens du mot cœur. Après le cri poussé par Rosette, Perdiccas, dans une forme de prière adressée à Dieu, s'écrie « Mais notre cœur est pur, ne tuez pas Rosette ». Ici, il ne s'agit pas du siège physique de la poitrine contre lequel on peut se blottir. Ici, le cœur, c'est véritablement le lieu de l'élévation spirituelle. Une élévation vers Dieu pour Camille, qui sort du couvent, mais chez Perdiccas, ce cœur-là, cette élévation-là, c'est une élévation généralement non pas vers Dieu, parce qu'en fait il y a souvent une perte de foi chez Musset et notamment chez Perdiccas. Ce qui est sacré pour Perdiccas, ça n'est pas Dieu, c'est l'amour. Notre cœur est pur, c'est le retour à une forme d'innocence du cœur très très importante chez Musset et primordiale pour le personnage de Perdiccas. Donc deux sens du mot cœur très différents dans ce dénouement qui nous permettent déjà d'envisager qu'en fait il y en a de très nombreux pour votre intitulé de parcours, les jeux du cœur et de la parole à étudier avec votre professeur. À présent que nous avons balayé cette intrigue principale, nous pouvons revenir extrêmement rapidement sur les personnages principaux pour les garder en mémoire avant d'attaquer l'étude des thèmes. Alors Camille, tout d'abord, c'est la jeune première
qui à la fois est un peu l'ingénue, l'innocente, elle sort du couvent, un peu comme Cécile de Volanges sortait du couvent, sauf que Camille, lorsque son orgueil est piqué, elle peut écrire une fausse lettre pour la faire lire à Perdiccas et piquer son orgueil à lui. Et donc il y a une forme de manipulation chez Camille qui fait que le personnage n'est absolument pas monolithique. On ne peut pas dire qu'elle est absolument dans le bien ou dans le mal. Donc un personnage à la fois dans une quête d'absolu, d'élévation, d'amour qui lui semble le plus pur auprès de Dieu, sauf lorsqu'elle avoue in fine son amour pour Perdiccas, et une capacité quand même à manipuler et à développer des stratagèmes sentimentaux. Perdiccas, lui, c'est le brillant séducteur. Il est d'emblée présenté comme un être d'exception et tout le monde est heureux qu'il revienne au château. De son côté, il est très heureux de retrouver le cadre de son enfance. Perdiccas, c'est celui qui veut retrouver un état de nature, un état où le cœur peut véritablement viser le caractère sacré de l'amour. Mais Perdiccas aussi n'est pas manichéen, il n'est pas monolithique. Lui aussi sait entrer dans des stratagèmes amoureux et il saura également manipuler la pauvre Rosette, qu'il aime peut-être un peu, mais qui meurt bien évidemment du jeu qu'il noue avec Camille. Bon, le baron, le père de Camille, c'est le père de comédie par excellence, qui est à l'initiative du projet de mariage et qui a une fonction de commentaire dans la pièce. Rosette, la sœur de lait de Camille, ça veut dire qu'elles ont été élevées par la même nourrice. Elle, véritablement, c'est la victime innocente du drame. Dans une perspective chrétienne, on pourrait dire que c'est un peu l'agneau sacrifié, cette religion chrétienne qui est présente en toile de fond dans la pièce, avec une forme de satire, bien évidemment, mais que je ne développerai pas, puisque votre intitulé de parcours, c'est « Les jeux du cœur et de la parole » et non pas la satire sociale, religieuse, politique, qui se trouve pourtant aussi dans la pièce. Il nous reste 3 personnages, les personnages dont j'ai déjà dit qu'ils étaient les personnages grotesques, Maître Blasius, Bridène et Dame Pluche. On peut peut-être juste prendre le temps de faire une étude onomastique. Onomastique, ça veut dire qu'on va étudier leur nom. Blasius, il a un nom en us qui rappelle un peu le latin et qui rejoint les faux savants qu'on avait chez Molière, par exemple Diafoirus, ou chez Marivaux, Hortensius. Donc il y a ce caractère un peu ridicule du pédant ou du cuistre chez Blasius. Bridène, on peut penser bien évidemment à la bedaine, et n'oublions pas que ces 2 personnages n'ont de cesse que de vouloir manger. Dame Pluche rime assez facilement avec cruche, et il faut bien dire qu'elle ne se caractérise pas par le caractère intellectuel de ses répliques. Tous les 3 donc permettent ce contrepoint grotesque, fondamental dans le drame romantique, où le grotesque doit avoisiner le sublime. Ils permettent aussi de commenter la pièce et de permettre au spectateur en fait de suivre l'intrigue qui se noue entre les 5 rencontres de Camille et de Perdiccas. C'est évidemment le cœur qui est hérité de la tragédie antique et qui est ici constitué de paysans. Avant de déployer les sous-thèmes qu'il pourrait y avoir sous les jeux du cœur et de la parole, il faut s'arrêter sur 2 auteurs de théâtre qui peuvent être des formes d'influence, d'inspiration pour comprendre le théâtre d'Alfred de Musset. Le premier, c'est Marivaux, XVIIIe siècle. Le second, c'est Victor Hugo, qui est un contemporain qui a à peine 8 ans de plus qu'Alfred de Musset. Pour Marivaux, il faut s'arrêter sur le concept de marivaudage. En effet, le titre de la pièce, « On ne badine pas avec l'amour », rappelle véritablement en lui-même le concept du marivaudage. Alors, qu'est-ce que c'est que le marivaudage? C'est ce qu'on constate dans des pièces de Marivaux comme Le jeu de l'amour et du hasard, La surprise de l'amour, La seconde surprise de l'amour, La double inconstance. Ces sortes de mensonges à eux-mêmes que le personnage se porte, qui font qu'à force de répliques et de dialogues entre eux, de travestissements parfois en soubrette, en maître, finissent par comprendre qu'ils aiment et qui ils aiment. Alors, chez Marivaux, généralement, la comédie se termine par un mariage et est heureuse. Et c'est là la grande différence avec Musset. Il pourrait presque dire « on ne marivaude pas ». On ne badine pas avec l'amour. La grande différence ici, c'est qu'on retrouve ces jeux de la parole, on retrouve ces stratégies de mensonge à soi-même ou de mensonge aux autres qui font que l'aveu amoureux est difficile, qu'il ne parvient presque que trop tard. Mais la grande différence entre Musset et Marivaux, c'est lorsque Camille et Perdiccas cessent de badiner, cessent, on pourrait dire, de marivauder, eh bien il est trop tard et Rosette meurt et ils ne peuvent plus s'aimer. Musset semble ainsi s'appuyer sur des thèmes propres à Marivaux, tout en les transformant pour explorer des dimensions plus existentielles et tragiques. Le deuxième auteur, c'est bien évidemment Victor Hugo. On ne peut pas, en étudiant une pièce de 1834, oublier
qu'en 1827, Victor Hugo théorise le drame romantique dans la préface de Cromwell pour expliquer pourquoi l'unité de temps et l'unité de lieu, par exemple, ne sont plus conservées. Qu'est-ce que le sublime? Qu'est-ce que le grotesque? Tout cela est vraiment posé par écrit par Victor Hugo en 1827. On ne peut pas oublier qu'en 1830 a lieu cette fameuse bataille d'Hernani où Balzac se prend un chou-fleur dans la tête devant la Comédie Française et qui vient mettre en scène un drame où une grande espagnole, où le roi d'Espagne ne vont pas prendre la parole comme il le devrait et où la parole théâtrale suit le cours des émotions plus que celui des convenances et ne suit plus la bienséance. 1830 donc pour la bataille d'Hernani. Et en 1838, donc cette fois-ci après On ne badine pas avec l'amour, c'est la préface de Ruy Blas qui explique très précisément pourquoi dans le drame romantique, il y aura de la tragédie, de la comédie et du mélodrame. Donc on est véritablement dans ce moment de théorisation du romantisme en 1834 avec On ne badine pas avec l'amour, ce qui est important pour comprendre la pièce. Ce qui fait que la parole est romantique et non pas classique, par exemple, c'est qu'il n'y a pas d'effet de sourdine, comme on a pu le dire du théâtre de Racine, par exemple. Si le personnage est ému, en colère, profondément amoureux, les exclamations, les interjections vont abonder dans la parole romantique qui peut se désarticuler. Alors si elle est en alexandrin, généralement il y a des coupes très différentes, mais même dans la prose ici de Musset, on peut le voir. Et un exemple très clair, c'est l'acte 2, scène 5, lors de la grande scène d'explication, où la colère de Perdiccas contre le refus de Camille, dû aux femmes des monastères, eh bien, apparaît dans la syntaxe, dans le choix des mots et dans les figures de style. Perdiccas, sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore, le mensonge de l'amour divin? Savent-elles que c'est un crime qu'elles font, de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? Ah, comme elles t'ont fait la leçon! Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu ne voulais partir sans me serrer la main, tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues. Me refusait un baiser de frère, mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe, où nous voilà. Eh bien Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Ici, on voit la colère de Perdiccas à travers les interjections, les exclamations, les questions de rhétorique et bien évidemment une forme de presque d'insulte. Perdiccas nomme Camille « malheureuse fille » et il la prend à partie assez violemment, ce qu'on ne verrait pas dans le théâtre classique. C'est une grande différence du théâtre romantique, c'est que la parole s'adapte à l'émotion et que quand l'émotion est très forte, eh bien, la parole va être profondément désarticulée. À présent, quels seraient les sous-thèmes à retenir pour les jeux du cœur et de la parole? Eh bien, en fait, on va les organiser selon la thématique de l'amour, qui est la thématique centrale de cette pièce « On ne badine pas avec l'amour ». Quelle forme d'amour au pluriel nous présente la pièce? On a une hésitation entre plusieurs formes d'amour. Tout d'abord, première hésitation, badinage, on pourrait dire libertinage ou alors fidélité. Perdiccas est bien évidemment le personnage qui vole, qui joue. Il vole, dit le texte, des baisers à Rosette. Il évoque à Camille, c'est toujours le texte, des niaiseries délicieuses qu'ils ont pu vivre. Il s'agit bien sûr d'une forme de badinage lorsqu'il utilise Rosette pour exciter la jalousie de Camille. D'une certaine manière, par moments dans la pièce, le jeu, le badinage, semble être pour lui la seule façon d'aimer. Camille exige au contraire la fidélité dans l'amour. Et elle dit même, au début de la pièce, que cette fidélité, cette authenticité et cette exclusivité, elle ne peut les trouver que dans l'amour de Dieu. Donc la question de l'exclusivité, de l'amour pour une seule personne ou d'une forme de liberté de badinage est posée par la pièce. Il y a un jeu entre ces deux formes que le cœur peut adopter. Deuxième sous-thème dans ces jeux du cœur, c'est évidemment l'hésitation entre l'amour terrestre et l'amour céleste. On pourrait dire aussi l'amour profane et l'amour sacré. Et pour cela, il y a un très célèbre tableau du Titien qui montre que l'amour profane et l'amour sacré peuvent se rejoindre puisque les eaux de la fontaine auprès de laquelle se trouve l'amour profane et l'amour sacré ont l'air de se mélanger. C'est aussi un thème très important pour, si vous voulez avoir une référence philosophique pour votre programme, dans le Banquet de Platon. Il y a un personnage qui s'appelle
Pausanias qui explique qu'il y a deux Aphrodites, l'Aphrodite terrestre et l'Aphrodite céleste, et que ces deux Aphrodites donnent deux amours très différents, l'amour charnel, l'amour sensuel, et l'amour plus spirituel, l'amour des âmes. Éric Simac, un autre personnage du banquet de Platon, reprend cette distinction et Socrate lui-même, à la fin du banquet de Platon, explique que l'amour doit en fait prendre naissance dans le terrestre, dans le charnel, pour s'élever, grâce à la philosophie, vers le céleste. Donc c'est une question très ancienne, cette question-là, mais elle est, si on veut, incarnée. Et au départ, on peut avoir l'impression que Camille représente l'amour céleste et que Perdiccas représente l'amour terrestre, charnel. Par exemple, Perdiccas, à l'acte 1, scène 4, prend les mains de Rosette. Il souhaite passer par le charnel, par le sensible, pour aller vers l'amour. Ces attouchements, c'est le mot de Camille, Camille ne les aime pas. Elle lui dit « excusez-moi » au début de la pièce. Chez Camille, le refus de cet amour terrestre, charnel, se voit dès l'admiration pour le portrait de sa grand-tante Isabelle, qu'elle dit être une sainte. Et évidemment, cette femme n'a pas connu l'amour charnel. Ce choix de ne pas céder à l'amour charnel, à l'amour physique, Camille l'explique lors de la grande scène d'explication à l'acte 2, scène 5. Elle dit, c'est une citation très célèbre, « Je veux aimer mais je ne veux pas souffrir. Je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. » Elle montre son crucifix. Donc on imagine ici qu'elle porte autour du cou Jésus en croix et que son amant, c'est Jésus, c'est-à-dire celui qui ne la trompera pas. Mais les choses sont un peu plus complexes et c'est pour ça qu'on peut parler de jeu du cœur. Parce que si Camille a l'air d'incarner l'amour céleste et Perdiccas l'amour profane, l'amour charnel, on peut dire que petit à petit dans la pièce, il va y avoir une sorte de profanation de cet amour céleste par Camille et au contraire, Perdiccas, lui, sacralise l'amour charnel au point de faire de l'amour charnel, sensuel, une forme de divinité. Donc si Camille se dit éprise d'absolu et visait la fidélité de l'amour en Dieu, elle est tout de même fort piquée lorsqu'elle voit Perdiccas séduire Rosette. Elle lui adresse alors un billet lorsqu'elle sent que celui-ci se résigne. Et le fait qu'elle aime Perdiccas et qu'elle souhaite se rapprocher de lui devient évident à la fin de la pièce, lorsqu'elle lui dit de se rapprocher de son cœur, de sa poitrine. C'est bien une invitation charnelle. « Oui, nous nous aimons, Perdiccas, laisse-moi le sentir sur ton cœur. » Donc finalement, cet amour pour Dieu, cet amour d'absolu se transforme petit à petit de façon très charnelle, très profane, et on peut dire que Camille, qu'il y a une évolution plutôt du personnage de Camille. Certains commentaires disent même que Camille utilise l'amour de Dieu pour ne pas affronter l'amour des hommes, et qu'en fait, cette déclaration de foi préliminaire au début de la pièce n'est qu'un prétexte, parce qu'elle aurait peur, elle aurait simplement peur de souffrir. Au contraire, on pourrait raffiner aussi les choses du côté de Perdiccas et dire que Perdiccas a en fait une religion ou une forme de sacralité de l'amour profane. Les longues tirades de Perdiccas vont dans ce sens. Perdiccas devient presque logoréique. Il fait de grandes tirades sur l'amour, dont la plus célèbre est celle qui clôt l'acte 2, scène 5, et qui montre que finalement, la véritable élévation, cette véritable dévotion qu'a Perdiccas, elle est en faveur de l'amour charnel, l'amour sensuel. Et donc, il y aurait presque plus de sacralité de ce point de vue-là chez Perdiccas que chez Camille. Il reste encore deux formes très importantes que prend l'amour dans la pièce. Tout d'abord, c'est la façon dont l'amour s'adosse à l'amour-propre, ça n'est pas nouveau, une question que les moralistes du XVIIe siècle se posaient et que Marivaux a pu poser aussi. Et la troisième forme, c'est ce qu'on appelle la triangulation du désir, qui a été théorisée plus tard par René Girard, qui s'appuie sur cette pièce-là pour théoriser sa fameuse question du désir mimétique. Donc tout d'abord, la question de l'amour-propre, qui est très présente dans la pièce et qui participe à ces jeux du cœur et de la parole. À l'acte 3, scène 2, la lettre que Camille écrit à sœur Louise et qui tombe entre les mains de Perdiccas de façon très concertée, blesse l'orgueil de Perdiccas. Voici ce qu'écrit Camille. « Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais ce pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur. Il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi. Nous nous reverrons demain et pour toujours. Toute à vous du meilleur de mon âme, Camille. » Cette lettre écrite par Camille à Louise est évidemment écrite pour être lue par Perdiccas.
Et à la lecture, il s'écrie « Est-il possible ? Camille écrit cela ? C'est de moi qu'elle parle ainsi ? Moi, au désespoir de son refus ?» Bon Dieu, si cela était vrai, on le verrait bien. Quelle honte peut-il y avoir à aimer? On voit ici que ce qui aiguise l'amour, c'est l'amour-propre. Perdiccas est piqué par cette lettre de Camille, et le procédé est ancien. Chez Marivaux, généralement, les jeunes gens qui veulent pousser l'autre à la déclaration d'amour vont aiguiser l'amour-propre, essayer de déclencher une forme de petite vexation. Camille, de son côté, comprend que Perdiccas a voulu la piéger également en se rapprochant de Rosette. Lorsqu'elle le comprend, à l'acte 3, scène 6, elle surenchérit dans la vengeance. Tu épouseras cette fille ou tu n'es qu'un lâche. Plus question d'amour ou de théorie sur l'amour ici, plus question de savoir si l'amour est céleste, profane, sacré, badinage ou fidélité. Ici, la pièce s'emballe dans une forme de défi pur de vengeance. Finalement, c'est leur orgueil piqué qui les entraîne. Et là où chez Marivaux, cela pouvait entraîner l'aveu amoureux et le mariage, ici c'est la catastrophe finale. Et certes l'aveu amoureux, mais trop tard, et en étant écouté de Rosette, qui meurt. D'ailleurs, lorsque Camille et Perdiccas se délivrent de leur orgueil, ils le disent explicitement à l'acte 3, scène 8. Perdiccas s'exclame, tout début de la scène 8, « Orgueil, le plus fatal des conseillers humains, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi ?» On voit qu'ici, l'épithète d'orgueil, c'est fatal, c'est la fatalité. Ça n'est plus une fatalité comme dans l'Antiquité, où les dieux incarnaient la fatalité qui s'abattait sur les hommes. Ici, la fatalité est intégrée par le héros romantique. C'est lui qui est l'artisan de sa propre chute. Et cette chute, elle est provoquée par un élément qui est en l'homme, l'orgueil. Il est malheureusement trop tard lorsque Perdiccas se rend compte que l'amour-propre les a entraînés dans des stratagèmes ou badinages, et il est trop tard pour s'avouer leur amour, puisque Rosette écoute en raison de leurs stratagèmes sentimentaux, et c'est la mort de Rosette qui interdira cet amour. Alors le dernier point pour évoquer cette analyse de l'amour et la façon dont il conditionne les jeux de la parole dans la pièce, c'est une théorie qui est bien plus récente que la pièce d'Alfred de Musset, c'est la théorie de René Girard et du désir mimétique. Dans Mensonges romantiques et vérité romanesque, René Girard écrit un chapitre dédié à On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Alors, quelle est cette théorie du désir mimétique chez René Girard? C'est l'idée que le désir est toujours, non pas entre deux personnes, mais il est toujours triangulaire, c'est-à-dire qu'on aime toujours quelqu'un qui est aimé d'une autre personne. Ici, la triangulation du désir, bien sûr, elle implique Rosette. Et donc, Camille et Perdiccas s'aiment, mais l'amour est catalysé à partir du moment où Rosette entre en scène et peut déclencher des formes d'imitation du désir et donc de jalousie. Chez René Girard, dans par exemple Shakespeare et les Feux de l'envie, l'envie a toujours le double sens, c'est-à-dire que le désir, c'est toujours le fait d'être envieux, d'être jaloux. Donc il y a cette jalousie motrice, et chez René Girard, il y a aussi l'idée que ce désir mimétique, le fait qu'on désire toujours quelque chose que quelqu'un d'autre possède déjà, engendre la violence et que la seule façon de purger cette violence, c'est un bouc émissaire, une victime expiatoire, quelqu'un qui se sacrifie. Et bien évidemment, ici, ce serait Rosette. Alors, n'allez pas dire qu'Alfred de Musset a pensé à la théorie de René Girard, c'est impossible, il était loin d'être né, mais évidemment, quand René Girard écrit Mensonges romantiques et vérité romanesque, il veut dire qu'il y a des romans, des pièces de théâtre qui mentent. C'est-à-dire qu'elles ne disent pas la vraie nature de l'amour. Pour René Girard, la vraie nature de l'amour, ça n'est certainement pas d'être ébloui par une personne en particulier. Pour René Girard, l'homme n'a pas d'amour, il n'a pas de désir propre et c'est son drame. Et donc il cherche toujours chez quelqu'un d'autre à imiter son propre désir. Donc évidemment, on ne badine pas avec l'amour. Et pour René Girard, du pain béni parce qu'on a la figure du bouc émissaire, Rosette, et on a cette fameuse triangulation, et ça fonctionne pour beaucoup d'autres pièces de théâtre, si vous pensez à Racine, à Shakespeare, ou même chez Marivaux, mais c'est une hypothèse qui peut être intéressante pour renouveler votre lecture de la pièce. Il nous reste à terminer sur 3 citations. On peut choisir une citation par acte pour se dire que ces citations seraient emblématiques pour accompagner vos révisions. Alors, la première citation que j'ai choisie à l'acte 1, c'est le fameux « Excusez-moi » de Camille. Il faut lui donner son contexte. Le baron. Allons Camille, embrasse ton cousin. Camille, excusez-moi. Le baron. Un compliment vaut un baiser. Embrasse-la, Perdiccas. Perdiccas.
Si ma cousine recule quand je lui tends la main, je vous dirai à mon tour « Excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. » Ici, on voit que se noue immédiatement avec ce « excusez-moi » de Camille, qui est une façon, sans doute, de refuser les jeux du cœur, et même de refuser la parole. C'est une parole minimale. « Excusez-moi » ne dit presque rien. Et en fait, malgré elle, ou déjà stratégiquement avec elle, et ça, c'est à vous de le décider, parce que c'est le grand mystère de cette pièce, c'est où se situe la manipulation et où se situe l'innocence chez Camille, eh bien, se noue tout de suite un jeu de la parole, puisque Perdiccas va reprendre ce « excusez-moi » pour dire « je n'embrasserai pas Camille, car nous ne sommes qu'amis et qu'on ne vole pas de baiser à une amie ». Et donc, évidemment, il profite de ce « excusez-moi » en le reprenant pour poser la question de l'amour ou de l'amitié entre sa chère cousine et lui. Donc on voit tout de suite ici comment le cœur et la parole sont intimement liés et comment le drame et les jeux du cœur vont être noués à des commentaires, des analyses réciproques et où les répliques sont toujours des commentaires de la réplique précédente. La deuxième citation donc appartient à l'acte 2 et bien évidemment à l'acte 2, scène 5, on ne peut pas ne pas choisir la grande tirade de Perdiccas qui clôt leur forme de dispute rhétorique autour de ce que doit être l'amour. Est-ce que la vision des monastères est la bonne ou est-ce que la vision sacrée de l'amour sensuel de Perdiccas est la bonne? Et c'est bien évidemment cette fameuse réplique qu'il faut retenir par cœur. On retiendra donc la fin de cette tirade qui commence par « Adieu Camille, retourne à ton couvent » et qui se termine par « On est souvent trompé en amour ». Souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert, souvent, je me suis trompé, quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Donc cette réplique est extrêmement célèbre. Pourquoi? Il y a un jeu de la parole, c'est ce qu'on appelle un polyptote, c'est-à-dire qu'on prend un verbe et qu'on le conjugue deux fois de deux façons différentes. On aime et j'ai aimé. Mais on aime, mais j'ai aimé. Et il y a bien évidemment cet hymne à l'amour qui est véritablement l'idée de trouver dans l'essence de l'amour même, d'aller chercher aucune autre explication, de lui accepter tout ce qui va avec l'amour, la souffrance, le désespoir, mais l'amour devient la raison même de l'existence. Et ça, c'est typiquement romantique. C'est évidemment des caractéristiques qu'on retrouvera chez des héros passionnés, comme Hernani et Ruy Blas chez Victor Hugo, par exemple. La troisième réplique que je choisis, c'est dans le troisième acte, donc, et c'est celle qui clôt la pièce. Comme Camille avait une économie de mots, Camille parle beaucoup moins que Perdiccas. Perdiccas est beaucoup plus logoréique. Dans l'acte 1, excusez-moi, et bien dans l'acte 3, c'est « Elle est morte, adieu Perdiccas ». Alors là aussi, c'est dans le contexte que la réplique prend tout son sens, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que cette réplique, elle forme comme un octosyllabe qui viendrait en fait poétiser le dénouement. Elle est morte, adieu Perdiccas, 8 syllabes qui se disent en un souffle et qui vient clore la pièce sur cette culpabilité intégrée qui interdit l'amour, mais qui laisse résonner des mots poétiques où toute la souffrance musétienne de l'amour ouvre une résonance pour le spectateur qui quitte la salle de théâtre avec cette poésie « Elle est morte, adieu Perdiccas ». C'est fini pour On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Pensez bien évidemment à réviser les textes que vous avez faits avec votre professeur car cette vidéo ne vise qu'à les accompagner et la prochaine sera sur Le menteur de Corneille.